consacré aux questions d'actualité internationale. Nous recevons M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. M. Messahel, bonjour. Bonjour. Présent avec moi pour ce débat, Salah Harirash de l'APS, bonjour. Et Abdelmajid Ben Qassi de la télévision algérienne de Canal Algérie. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, Monsieur Messaha, l'actualité oblige, le Sahara occidental, la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui juge urgent aujourd'hui que la MINURSO exerce à nouveau pleinement ses fonctions, mandat prorogé jusqu'au 30 avril 2017. Le Conseil de sécurité réaffirme la volonté d'aider les deux parties à parvenir à une solution politique juste et durable. Comment vous qualifiez aujourd'hui cette décision, Monsieur Messaha? Eh bien, d'abord, je remercie la radio algérienne qui fait l'honneur d'être votre invité. Je voudrais profiter de l'occasion, puisqu'il y a de nombreux journalistes parmi nous. Nous sommes à la veille donc, de la Journée internationale de la liberté de la presse. Donc, à toutes les femmes et les hommes qui font la presse chez nous, à tous, je leur souhaite une bonne journée de la presse, et plus particulièrement au service public, à la radio, à la télévision, à l'APS, dont je salue avec nous la présence de deux éminents journalistes, celui de Canal et celui de l'APS. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, le Conseil de sécurité, comme vous l'avez souligné, a adopté le 29 avril une résolution sur la question du Sahara occidental. Nous avons, nous, en tant que ministre des Affaires étrangères, déjà exprimé la position de l'Algérie par rapport à cette résolution. Donc, c'était une communiqué ou une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce que je dois dire, c'est que cette résolution, pour les spécialistes ou pour le commun des mortels, quand il la lit, elle repose sur 5 fondamentaux. 5 fondamentaux qui se confondent, qui sont toujours confondus avec la position de l'Algérie sur la question du Sahara occidental. Le premier est que cette question est une question de décolonisation. Et les Nations Unies ont inscrit la question du Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est un processus donc, de décolonisation à parachever. Donc, il y a un processus qui est en cours et que les Nations Unies doivent parachever puisqu'ils ont la responsabilité de la décolonisation du territoire. Le troisième, c'est que la détermination du statut définitif du territoire relève du principe fondamental de l'autodétermination. Ensuite, cette résolution également donc, a identifié les parties au conflit qui sont le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Et enfin, elle appelle ces parties à la négociation. Donc, pour l'essentiel, tous ces fondamentaux sont repris dans cette résolution. Nous considérons donc que c'est une décision importante, puisque ces derniers temps, nous avons vécu, ou les Nations Unies ont vécu une crise entre le secrétaire général et le Royaume du Maroc à propos de l'expulsion de la partie, si vous voulez, civile de la mission des Nations Unies au Sahara occidental. Et l'une des questions sur laquelle le Conseil de sécurité a particulièrement insisté, c'est le retour d'urgence de la MINURSO au Sahara occidental et qu'elle exerce pleinement son mandat. Voilà, donc je suppose que ce sont là des éléments que nous avons estimés urgents et assez importants et qui finalement se confondent avec ce que toujours l'Algérie a défendu. Mais ce qui a été constaté, M. Messahel, c'est qu'à l'adoption de cette résolution, aussi bien vous que les Marocains, vous vous êtes réjouis de cette résolution. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien, si, avec tous ces fondamentaux que je viens de citer, que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation, que la solution réside dans l'autodétermination, que les parties au conflit ont été identifiées par les Nations Unies, que la négociation est, si vous voulez, l'objectif recherché par les Nations Unies, que la MINURSO, qui a été expulsée dans sa partie civile, doit revenir. Si la position de l'Algérie
se comprend avec celle du Maroc, eh bien tant mieux. Abdelmajid Belkacem de Canal Algérie. On va rester toujours donc dans la question du Sahara occidental et je vais revenir un petit peu sur la dernière visite de Ban Ki-moon dans la région et en particulier dans les territoires libérés par les Sahraouis. Et c'est une visite qui avait fait beaucoup de bruit et qui a beaucoup dérangé le Maroc. À votre avis, monsieur le ministre, qu'est-ce qui a réellement dérangé dans cette mission du secrétaire général de l'ONU? Et c'est le 4e à se rendre dans la région. Et puis, pratiquement, nous sommes à la veille de l'élection d'un nouveau SG. Et qu'est-ce qui est attendu de la nouvelle mission du nouveau secrétaire général, toujours du Sahara occidental, de l'ONU? Merci. Vous savez, de notre point de vue, nous, ça ne dérange pas. Cette mission est une mission qui est inscrite dans le cadre des activités du secrétaire général. Vous savez que le secrétaire général, il y a des missions un peu partout, dans le monde, hein, au Congo, au Somalie ou ailleurs. Et le secrétaire général avait visité toutes les missions des Nations Unies à travers le monde, sauf la MINURSO. Donc c'était dans son calendrier et c'était dans le cadre de sa mission, puisque c'est une mission des Nations Unies, il était tout à fait normal qu'il fasse ce voyage. Qu'il n'ait pas fait l'étape du Maroc, c'est une affaire qui concerne le Maroc. En tous les cas, pour répondre un peu à votre question, donc il se devait de faire cette mission. Il devait la faire plus tôt, il n'a pas pu la faire, mais c'est vrai, pour des raisons de calendrier, des contraintes de départ. Il a fait toutes les missions des Nations Unies à travers le monde, sauf la MINURSO. Donc, il avait décidé de venir et il a fait son devoir. Autre question de notre collègue Salah Hariresh de l'APS. Merci. Monsieur le ministre, dans ce sens, quelle lecture faites-vous des positions de la communauté internationale par rapport à la question du Sahara occidental, qui est une question de l'égalité internationale, et aussi de la position surtout du Conseil de sécurité par rapport à cette question, c'est-à-dire quelle lecture faites-vous? Vous savez, j'ai fait ma lecture, je vous ai dit, il y a 5 fondamentaux qui sont repris à travers cette résolution. C'est la lecture que nous faisons et c'est la lecture que font tous les experts du monde. Je ne vais pas encore me répéter encore une fois. La communauté internationale, encore une fois, et je parle du Conseil de sécurité qui a une responsabilité dans tout ce qui concerne la paix et la stabilité dans le monde. Il a une responsabilité, les Nations Unies, dans la décolonisation occidentale. Moi, je pense que les Nations Unies et la communauté internationale s'est identifiée donc à ce processus. C'est un territoire non autonome, c'est un processus de décolonisation, et que les Nations Unies ont pour tâche d'accompagner le règlement de ce problème. Moi, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire que la communauté internationale soutient ce processus. Alors, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que le Conseil de sécurité réaffirme la volonté d'aider les deux parties à parvenir à une solution politique juste et durable. Faut-il aller vers une négociation directe entre les deux parties, puisque nous avons vu que le Sahara occidental, la partie du Sahara, menace de recourir éventuellement aux armes si ce conflit n'est pas réglé? La négociation, elle figure dans toutes les résolutions des Nations Unies. Je reviendrai, si vous voulez, un peu à l'histoire. C'est depuis la fin des années 80, avec le plan de paix de l'OUA, qui est devenu par la suite le plan de paix des Nations Unies, la négociation directe a été prônée par les Nations Unies. Donc, elle a été prônée entre le Front Polisario et le Maroc. Des négociations ont eu lieu, des accords même ont été signés. Souvenez-vous, il y a eu les accords de Houston en septembre 1996, où les deux parties avaient convenu de tout un processus qui devait conduire 376 jours après la signature donc, des accords de Houston au référendum de détermination. Les parties ont continué à négocier sous l'égide de James Baker, ils ont continué à négocier sous l'égide de Christopher Ross. Donc la négociation est un élément central, si vous voulez, du règlement de cette question. La négociation, c'est la solution politique. La négociation, c'est autour de comment donc parvenir dans les meilleurs délais à permettre à la population, au peuple du Sahara occidental, d'exprimer donc ses choix. Et là, je crois que la doctrine des Nations Unies, la pratique des Nations Unies est très claire. Donc la négociation, elle est là, elle doit continuer, et nous espérons que la négociation continuera. Autour, bien sûr, des fondamentaux qui sont ceux des Nations Unies, c'est permettre au peuple du Sahara occidental
de s'exprimer librement sur le devenir de son territoire. C'est à lui de décider ce qu'il veut devenir. C'est ni à l'Algérie, ni au Maroc, ni aux États-Unis, ni à la France, ni au Conseil de sécurité. C'est un droit inaliénable d'un peuple qui s'appelle le peuple occidental. Et le territoire, comme je disais, est territoire non autonome. Et la solution donc à cette situation réside dans la termination du référendum. Donc voilà la position d'Algérie, qui est une position constante et qui est celle de la communauté internationale depuis le début ou depuis l'inscription de cette question à l'ordre du jour des Nations Unies en 1963. Alors, avant justement d'entamer la deuxième question qui est d'actualité, qui concerne la Libye, je voudrais juste une précision pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, à savoir que l'émission est retransmise en simultané sur les stations locales de Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Adrar, Tlemcen et Annaba. Alors, sur la question de la Libye aujourd'hui, vous déclarez, et c'est la doctrine de l'Algérie, c'est que la sécurité du voisinage fait partie de notre propre sécurité. Comment vous évaluez aujourd'hui la situation en Libye, les négociations en cours actuellement pour un gouvernement d'union nationale? Vous savez, l'Algérie s'est beaucoup investi, le président de la République s'est beaucoup investi, la diplomatie algérienne s'est beaucoup investie dans la recherche d'une solution politique à la situation que vit la Libye, pays voisin, pays frère et pays ami d'Algérie. Vous me permettez, donc, vous me donnez l'occasion peut-être, parce que moi aussi, comme vous, je lis beaucoup, je suis l'actualité nationale, je lis ce qui se dit, même chez des partis d'opposition. Moi, j'ai lu il y a quelques jours qu'un leader d'un parti d'opposition, il a dit que l'Algérie a tout vu, tout faux par rapport à la question de la Libye. Je dois dire, en direction de ces gens-là, soit qui connaissent mal la situation, soit qui sont mal conseillés. L'Algérie, d'ailleurs, en 2011, 2012, quand la menace sur ce pays pesait, avait attiré l'attention sur les conséquences néfastes, dramatiques, d'une intervention militaire en Libye. Conséquences, d'abord, sur la Libye elle-même. Conséquences sur le voisinage. Quand je parle du voisinage, je parle du Sahel et je parle de la Méditerranée. Je ne fais pas dans la confidence, mais je me souviens qu'un haut responsable d'une grande puissance était venu il y a 2 ans de cela. Et il avait fréquemment fréquenté Alger pendant la crise libyenne. Et il nous disait, avant de quitter ma capitale, j'ai revu tous vos procès-verbaux, toutes mes notes, et je me suis rendu compte que vous aviez raison. Je dis, monsieur, on avait raison, c'est vrai peut-être, mais vous ne nous avez pas écoutés. Le problème est là. On avait raison parce que la situation était chaotique. Elle a eu des conséquences sur le Mali. Elle a eu des conséquences sur la recrudescence du terrorisme. Elle a eu des conséquences sur des relations très fortes entre le terrorisme et le crime organisé. Elle a eu des conséquences par une menace sérieuse sur la sécurité de nos pays. Je parle des pays voisins. C'était une erreur d'entre M. Sahel. On a eu Tigendourine, on a eu les événements en Tunisie, l'Égypte elle-même est menacée. Donc sur le plan de l'évaluation, on avait vu juste. Maintenant, nous avons entamé un grand processus. Nous l'avons fait dans la discrétion la plus totale. Depuis 2 ans, la diplomatie algérienne s'est mobilisée pour qu'une solution politique soit trouvée. À un moment où même certains pays voisins demandaient l'intervention. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour que la solution soit une solution politique. Et nous y sommes parvenus. La deuxième,
c'est que sur cette affaire également, nous avons prôné qu'il y ait un gouvernement de large union nationale, ce qui a été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un gouvernement d'union nationale. La troisième, c'est que ce gouvernement doit siéger à Tripoli. Aujourd'hui, il siège à Tripoli. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on avait raison et que le cap qui a été maintenu va continuer à être maintenu. Avant de donner la parole à mes deux collègues qui sont présents aussi avec moi dans le studio pour vous poser des questions, je voudrais revenir un peu sur la question aussi de la Libye. Vous avez annoncé à partir de Tripoli la prochaine réouverture de l'ambassade d'Algérie dans ce pays. Ce n'est pas là un pari risqué par rapport à la situation qui prévaut dans ce pays, en rappelant que notre aussi représentation diplomatique avait fait l'objet d'attaques qui a coûté la vie à un de nos diplomates. Monsieur Massahal. Vous savez, d'abord, l'Algérie, je disais tout à l'heure, nous sommes investis pour que Tripoli soit la capitale. Nous sommes investis également aux côtés de nos frères libyens, y compris du Conseil présidentiel pour qu'il soit à Tripoli. Donc il était du devoir d'un ministre algérien de se rendre à Tripoli. À la différence de certains ministres, moi je ne suis pas allé avec une protection. Moi je ne suis pas allé à Tripoli pour rendre visite au Conseil présidentiel dans une base maritime. Je suis allé à Tripoli. J'ai rencontré tous les responsables libyens, tout le conseil présidentiel, à leur tête le président Fayez Sarraj. J'ai ouvert l'ambassade d'Algérie qui était fermée depuis 4 ans. Étaient présents avec moi donc les membres du conseil présidentiel. C'est un bâtiment qui a été fermé pendant presque 4 ans, donc il mérite d'être retapé. Dans quelques semaines, j'espère qu'il sera retapé et puis il y aura une présence diplomatique à Tripoli. Je me suis rendu à la Maïden, la place de l'Algérie. J'ai rencontré les élus locaux. J'ai déjeuné dans un restaurant. Et j'ai rencontré la population pour dire ceci, pour dire qu'en fin de compte, quelle que soit la situation, la vie continue. Donc la présence de l'Algérie est indispensable et notre représentation sera bientôt ouverte à Tripoli. Alors, Monsieur Abdelmajid Ben Qassi de Canal Algérie. Je reste toujours sur le retour un petit peu de la diplomatie algérienne de façon un peu plus percutante, donc avec votre voyage en Libye d'abord dans un premier temps, donc avec la réouverture de l'ambassade d'Algérie, et un peu plus tard, donc la visite que vous avez effectuée en Syrie. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Peut-être la diplomatie algérienne bouge beaucoup plus, donc c'est un peu plus de punch. Qu'est-ce qui a motivé réellement cette nouvelle donne, si vous voulez? Est-ce que l'Algérie veut réellement jouer un rôle encore plus important dans ces deux problèmes, celui de la Libye et celui de la Syrie aussi? La diplomatie algérienne a toujours bougé. Elle a toujours bougé. Bon, il y a des moments où elle est visible, des moments où elle est invisible et des moments où on la rend invisible. La diplomatie algérienne, elle a toujours bougé. Elle est conduite d'abord par le président de la République. C'est lui qui oriente cette politique étrangère. Nous lui rendons compte régulièrement de nos activités et nous oriente. Il y a un suivi quasi quotidien. Donc je dis, on est présent parce que parfois, même nos amis considèrent que nous avons un rôle à jouer, donc nous essayons de le jouer. Salah Harirash de l'APS. Oui. En ce qui concerne, Monsieur le Ministre, l'apport de la diplomatie algérienne, le nouveau chef du gouvernement libyen, M. Fayez Sarraj, a mis en place, a annoncé avoir mis en place une stratégie nationale pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que l'Algérie va aider le nouveau gouvernement libyen dans ce domaine, vu l'expérience de notre pays dans la lutte contre le terrorisme? Votre question est pertinente. D'abord, il faut rappeler que la première visite qu'a effectuée Fayez Sarraj en dehors de la Libye était l'Algérie. Donc il était venu en Algérie en visite officielle, reçu par le président de la République. Il a eu des entretiens avec le Premier ministre. Donc la Libye, pour nous, non seulement est un pays voisin, nous partageons avec la Libye 960 km de frontières, nous partageons avec la Libye une histoire. Il est évident, et je le répète à chaque fois,
j'ai une mémoire, comme tous les Algériens, c'est un pays qui nous a énormément aidés pendant la guerre de libération. C'est un pays à l'époque où le baril de pétrole a été découvert après l'indépendance d'Algérie, donc un pays qui était pauvre, mais qui a aidé énormément la révolution algérienne. Donc nous sommes en devoir, quelque part, de renvoyer un peu l'ascenseur à ce pays, à ce peuple. C'est une dette que nous avons envers ce pays. Il y a cette raison qui est une raison d'émotion, si vous voulez, un peu sentimentale par rapport à la Libye. Mais à la frontière, nous partageons beaucoup de choses en commun. Et la sécurité entre nos deux pays que nous partageons également, dont nous avons la responsabilité de part et d'autre. Ma visite était une visite politique, c'est vrai, mais nous avons évoqué également les perspectives de coopération. Nous avons arrêté toute une série de mesures. Dès que le gouvernement sera définitivement installé, donc la machine va reprendre. Nous avons donné la priorité donc, au développement des zones transfrontalières. C'est important. Il faut que la frontière devienne réellement un pont entre les deux pays, mais également devient un rempart contre toute velléité à l'égard de nos pays. Et là, bien sûr, la coopération, c'est dans les différents domaines. La formation, elle se fera. Elle se faisait avec le gouvernement de Zaïden, formation militaire, la formation également sur le plan sécuritaire, le partage de l'expérience. C'est un pays à construire. L'Hapriani est tout à construire. Donc, au niveau des institutions, ils nous ont demandé beaucoup. Ils s'intéressent beaucoup à la politique de la réconciliation nationale chez nous. Nous avons mis à la disposition donc, des documents, des matériaux, et nous sommes prêts donc à échanger des délégations pour essayer de travailler ensemble. Si on peut aider, nous aidons. Alors justement, M. Messahel, vous déclarez que c'est un pays qui est à construire. Est-ce qu'on pourrait penser qu'avec les négociations en cours, ce pays pourrait retrouver sa stabilité? Et comment vous évaluez la situation sécuritaire au niveau de ce pays qui menace aussi, il faut le dire, nos frontières? Vous savez, il faut être optimiste. Ce pays, pour ceux qui le connaissent, a des capacités extraordinaires, a un potentiel extraordinaire, a des cadres formés. Donc, à des hommes politiques et des femmes capables de dépasser la situation dans laquelle ils vivent. Moi, je connais beaucoup de Libyens, donc j'ai dit on travaille beaucoup avec eux, on a reçu des personnalités discrètement, parfois par voie de presse on le fait, parfois on ne le fait pas, mais il y a une volonté chez tous nos partenaires libyens, une volonté de construire un pays, une volonté de maintenir ce pays uni, une volonté également de faire avec les voisins, parce que nous partageons des espaces communs. Donc je pense qu'il y a des capacités. Il y a le phénomène du terrorisme qui est là. C'est vrai, c'est incontestable. Nous avons mis en garde. Je disais tout à l'heure, déjà dans les années début de 2010-2011, on voyait venir un peu la chose. Aujourd'hui, c'est une, comment dirais-je, une priorité absolue, la lutte antiterroriste. Mais je crois que c'est une priorité d'abord des Libyens eux-mêmes, et la communauté internationale aussi doit apporter son apport dans la lutte antiterroriste. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de céder l'antenne au studio pour le sommaire du 12-13. Alors, une dernière question, M. Abdelmajid Belkacem, mais très rapide. Bon, très rapide. C'est toujours sur la Libye. Apparemment, vous vous rendez demain en Tunisie pour une rencontre maghrébine, donc certainement il sera question aussi du problème libyen. Vous avez certainement avancé aussi dans le cadre des pays du voisinage de la Libye. Quelles sont finalement les solutions que propose toute l'Union maghrébine à la Libye, donc là où on est concerné directement, avec les Tunisiens surtout? Non, pour les pays du voisinage, je commencerai d'abord par les pays du voisinage. Nous sommes très engagés, les pays du voisinage. Souvenez-vous de la réunion que nous avons eue le 1er décembre à Alger, où nous avons défini la part des pays du voisinage dans l'accompagnement des Nations Unies dans le règlement de la crise. Et je crois que la réunion d'Alger est une réunion importante. Alger, les efforts, je parlais tout à l'heure des efforts d'Algérie, où il ne faut pas oublier que l'Algérie a abrité beaucoup de réunions des partis politiques et des parties prenantes libyennes. Et je dirais une chose, je soulignerai, le seul cadre où les Libyens, quelle que soit leur tendance, obédience, se rencontraient, c'était Alger. Ailleurs, c'était par l'intermédiaire des Nations Unies. C'était des négociations indirectes. Mais à Alger, à chaque fois qu'ils se sont rencontrés à Alger, ils se sont rencontrés dans la même salle, dans le même endroit. Donc nous avons apporté une contribution. J'avais suggéré donc que la prochaine réunion
je me situe le 1er décembre, hein, qu'elle se tienne à Tunis, des pays du voisinage, on s'est réunis à Tunis. La prochaine, j'ai fait la déclaration à Tripoli. Je souhaite que la prochaine réunion se tienne à Tripoli, pays du voisinage. Et je crois qu'elle se fera. La position de l'Algérie réaffirmée, seuls les principes politiques peuvent régler des problèmes aujourd'hui. Il n'y a pas d'alternative à la solution politique. Vous savez, les questions d'intervention, nous avons une doctrine, elle est là. Les interventions, on ne sait pas. Ou on peut savoir quand est-ce qu'elles commencent. On ne sait pas. Ou on peut savoir quand est-ce qu'elles se terminent. Mais on ne sait surtout pas comment elle se termine. Comment se termine, c'est parfois, c'est souvent, c'est surtout le chaos. Donc, il vaut mieux aller vers des solutions politiques, il vaut mieux aller vers les négociations, qui sont des éléments essentiels dans la recherche de solutions, qui évitent du sang, qui évitent des destructions, qui évitent beaucoup de choses à beaucoup de peuples. Monsieur Abdelkader Messahel, merci de répondre à nos questions, mais restez avec nous parce qu'on revient juste après le sommaire de l'édition du 12 en Syrie a été assimilé à une sorte de soutien à Bachar el-Assad par certaines parties. Comment vous qualifiez aujourd'hui toutes ces critiques? Enfin, chaque partie est libre de commenter un événement ou un déplacement. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression. Chacun peut l'interpréter à sa manière. Mais il est mon devoir aussi, en tant que membre de gouvernement, de dire à ces gens-là qui pensent que l'Algérie déroge à ses principes en allant en Syrie. J'avais 3 messages. Le premier, c'était ma visite coïncidait avec le 70e anniversaire de l'indépendance de la Syrie. Il y a toute la charge émotionnelle autour d'un événement comme celui-ci, 70 ans. L'indépendance d'un pays qui abrite une forte colonie algérienne, qui a un enracinement historique. Vous ne savez pas comment étaient fiers les descendants de l'émir Abdelkader, de Mokrani, en voyant un ministre algérien venir à Damas, particulièrement ce 70e anniversaire de l'indépendance de ce pays. La Syrie aussi, comme la Libye, a accompagné l'Algérie pendant notre guerre de libération. Les premiers passeports de la délégation du FLN en 1955, lorsqu'elle s'est rendue aux Nations Unies pour défendre la cause nationale, étaient des passeports syriens. Vous ne pouvez pas comment était fier le ministre de l'économie, qui m'a accompagné pendant tout mon séjour, qui porte d'ailleurs le nom de Jazairi. Il se trouve dans ma délégation aussi, j'avais le secrétaire général de la CACI qui s'appelle Chami. Ahmed Chami. Donc il était fier de porter ce nom. Il était fier de ses origines de Tizi Ouzou. Il était fier de me raconter que certaines traditions sont toujours maintenues, notamment le couscous. Il y a toute cette symbolique. Mon deuxième message était celui de dire que l'Algérie condamne le terrorisme. Et je suis allé à Damas pour répéter la voix de l'Algérie qui condamne le terrorisme. Le terrorisme est nous l'avons toujours dit. Il n'y a pas 10 000 terrorismes, il y a un seul terrorisme. Donc je le condamne à Alger, je le condamne à Damas, je le condamne à Amman, je le condamne au Liban, je le condamne à New York. Donc c'était le deuxième message. Le troisième message, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à la réconciliation nationale. Chaque pays peut avoir son propre parcours, mais quand même, la politique de réconciliation nationale chez nous, qui a été menée par le président de la République depuis son arrivée en 1999, a porté ses fruits.
Je voulais simplement attirer l'attention de tous les frères qui vivent, parce que c'est du sang syrien qui coule, pour dire que vous n'avez pas d'alternative que la conscience nationale. Alors je dis, je profite de l'occasion à tous ceux qui ont écrit ou dit que nous avons fait erreur. Je leur demande de me répondre à 2 questions. Est-ce que ces gens-là, y compris des partis politiques chez nous, condamnent le terrorisme ou sont avec le terrorisme? Qui se démarquent? Est-ce que ces gens-là sont avec la réconciliation ou ils sont contre la réconciliation? Qu'ils nous le disent. Parce qu'à ces gens-là, je leur dis une chose. Aucun Syrien, il y a bien une opposition en Syrie, aucun Syrien n'a vu en notre déplacement à Damas comme étant un coup porté à la Syrie, bien au contraire. Au sein de l'opposition syrienne, il y a des gens responsables. Au sein de l'opposition syrienne, il y a des gens qui sont jaloux de l'unité nationale. Au sein de l'opposition syrienne, il y a des gens qui veulent une solution. Donc si les Syriens ne le disent pas, et que chez nous il y a des gens qui le disent, eh bien qu'ils le disent. Salah Harirash de la PS. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous l'intérêt porté par le Parlement syrien à la charte de paix et de réconciliation nationale algérienne? Il y a un débat chez eux, d'ailleurs. J'étais agréablement surpris, puisqu'ils ont créé même des comités chez eux qui réfléchissent à la réconciliation nationale. Et à l'occasion donc d'échanges, de visites entre parlementaires, ils ont pu se procurer toute la documentation. Ils ont la loi sur le Rahma, ils ont la concorde civile, la réconciliation nationale. Ils ont les textes d'application, tout ce qui a été fait en Algérie, pour encadrer les questions liées à la réconciliation. Donc, ils ont des comités qui travaillent, ils ont même un ministère qui est chargé de la réconciliation nationale. Abdelmajid Ben Qassi de Canal Algérie, rapidement. Je reste toujours sur donc, votre visite en Syrie. Vous avez été reçu par le président Assad. Et certainement, vous avez discuté, vous avez parlé certainement de l'expérience algérienne, de la réconciliation. Donc, c'est un peu une expérience de réconciliation digne d'être étudiée par les Syriens. Et peut-être, est-ce que vous avez fait une proposition pour que vous fassiez un travail de bons offices entre les parties en conflit en Syrie? Voilà. Vous savez, nous, on n'a ni de bons offices, ni médiateurs, ni quoi que ce soit. Nous sommes allés pour expliquer notre expérience. Nous le faisons pour la réconciliation nationale. Je l'ai fait pour la déradicalisation, qui aujourd'hui est devenue pratiquement la pratique algérienne, ce qu'on appelle the good practices, une bonne pratique. Aux Nations Unies, l'expérience algérienne en matière de déradicalisation, tout le monde en parle aujourd'hui. Parce que notre expérience en matière de déradicalisation, qui a permis au pays qu'il est ce qu'il est. Aujourd'hui, on nous pose la question pourquoi il n'y a pas de freedom fighters algériens, de combattants dans Daesh, etc. Parce que c'est le fruit d'une politique qui a été menée pendant 15 ans. Donc nous voulons partager cette expérience. On ne dit pas prenez-la, parce que dans la déradicalisation, quand vous voyez les mesures qui ont été prises, ça peut être aussi de la pré-radicalisation. Si des gens appliquent ce que nous avons fait, par exemple, ils peuvent éviter ce genre de dérive dans leur pays. Donc, la même chose pour la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, c'est un processus national algérien que les gens s'inspirent à là ou ça là, mais il est de notre devoir de dire à nos frères comment nous, on a essayé de nous en sortir et s'en est sortis, pour que peut-être eux, ils éviteront de tomber dans ce genre de dérive. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'au plan international, il y a un revirement de la situation, une vision qui est en train de changer en Syrie? Hier, Bachar el-Assad était un ennemi et aujourd'hui, il devient un allié. Quel est votre commentaire sur cette question précisément, M. Ben Sahal? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Nous, on a des relations avec un pays, un peuple. Les relations sont ce qu'elles sont là. La seule chose que je pourrais dire, et je peux le dire même
pas seulement en tant que ministre, mais je le dis en tant que citoyen. Vous savez, la Syrie et le Liban, ce sont deux exemples extraordinaires, et la Syrie en particulier, du vivre ensemble. C'est des peuples qui ont vécu à travers les siècles, aux chrétiens, musulmans, juifs, toujours vécu ensemble. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Ils ont résisté à mille et une colonisations, au colonisme français, britannique, à tout l'Empire ottoman, à toutes secousses. Et voilà, en 5 ans, se vivre ensemble est menacé par ce genre de situation. C'est ça le drame. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont des capacités de s'en sortir et il faut les accompagner dans cette volonté pour tous ceux qui veulent préserver l'unité de ce pays, préserver sa souveraineté et préserver surtout ce vivre ensemble. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'en Syrie, la position de l'Algérie a été réaffirmée sans prendre position pour une partie ou une autre, quelle que soit dans la région? La question, il faut la poser aux Syriens. Alors, Monsieur Messahal, pour rester dans la région, je vous pose une question rapidement sur le Yémen, la situation actuelle dans ce pays. Là aussi, il n'y a pas d'alternative à la solution politique. Vous savez, il y a un processus qui est en cours, il faut l'encourager. Les Nations Unies font des efforts. Moi, je pense que les Yéménites aussi doivent avoir les capacités autour d'une table de négocier entre eux les meilleures solutions pour préserver là aussi l'unité et la souveraineté de ce pays. Donc, je crois qu'il y a une dynamique qu'il faut encourager. Alors, Harirash, Salah Harirash de l'APS. Justement, Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la déradicalisation. C'est un sujet d'actualité. Nous avons remarqué que le terrorisme, que l'action terroriste s'est transposée sur un autre terrain, sur un terrain virtuel qui est Internet. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait pour contrecarrer le terrorisme sur ce terrain-là? Merci. C'est-à-dire, votre question qu'est-ce qui est fait pour contrecarrer le terrorisme sur Internet, la cybercriminalité, voilà. Vous savez, nous, j'ai dit que nous avons apporté une contribution et nous continuons à apporter une contribution dans la stratégie des Nations Unies de lutte contre le terrorisme. D'accord? La cybercriminalité aujourd'hui est devenue l'un des véritables dangers pour la paix et la sécurité mondiale. Vous savez, 95% du recrutement des terroristes se fait par Internet. La propagande aussi. La propagande aussi. La forte médiatisation. Les techniques nouvelles qui sont utilisées, c'est quelque chose de dévastateur. Donc, nous venons d'organiser à Alger un séminaire sur la cybercriminalité, donc, et puis la place qu'elle doit occuper dans la déradicalisation. C'est un séminaire qui a regroupé des experts venus du monde entier, parce qu'en fait, ces techniques, il y a toute une stratégie derrière, ce qu'on appelle la stratégie de la dissimulation. Parfois, on ne sait pas qui est derrière. La ménage. Nous faisons un effort où tout le monde doit associer ses moyens pour barrer la route définitivement à l'utilisation de ces technologies nouvelles à des fins de propagande terroriste ou à du recrutement. La réunion d'Alger s'est terminée avec une recommandation que nous avons faite d'une véritable stratégie, d'une charte des Nations Unies. Ce n'est pas uniquement les États qui sont impliqués. Même le secteur privé est impliqué, vous le savez bien, les opérateurs, peut-être des opérateurs privés, etc. Donc nous sommes sortis avec une série de recommandations. Ça va être la réunion d'Alger qui s'est tenue donc les 26, 27, 27, 28 à Alger. Nous allons faire des propositions aux Nations Unies à ce sujet. Oui, allez-y, Abdelmajid Ben Qassi de Canal Algérie, rapidement. C'est juste pour revenir un petit peu sur les relations interarabes, en particulier l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Les choses se sont un petit peu refroidies, surtout après le conflit du Yémen, où l'Algérie a préféré ne pas s'engager, comme c'est un peu sa politique étrangère. Vous savez, la question m'a été posée à Damas.
À Damas, une journaliste posait la question suivante: Monsieur le ministre, il y a, selon certains analystes, selon certains think tanks, etc., laboratoires, il y a un complot des États-Unis et de l'Arabie saoudite contre l'Algérie et que ces prévisions prévoient un futur sombre à l'Algérie et que l'Algérie connaîtra le sort de la Syrie. La question m'a été posée. D'accord? À Damas, pas ailleurs. Ma réponse était très simple. D'abord, nous, les projections qui sont faites par des think tanks, ce n'est pas mon métier. D'accord? Par contre, ce que je peux dire, c'est que nos relations sont excellentes, aussi bien avec les États-Unis qu'avec l'Arabie saoudite. Et c'est des partenaires importants de l'Algérie. Et je l'ai dit à Damas, sans problème. Donc, nous avons comment dirais-je, des relations avec tout le monde. Et si je l'ai dit à Damas, vous savez quelle a été la réaction de certains amis syriens m'ont dit: vous êtes le pays qui a l'indépendance dans ses prises de décision. Nous sommes souverains dans les positions que nous avons. Et nous n'avons pas d'ennemis. Nous sommes un pays qui a trop payé, un peuple qui a payé, un peuple qui a payé 1 million de morts pour soit libre, un peuple qui a payé 200 000 morts pour lutter contre le terrorisme, un peuple qui est fondamentalement engagé dans la paix. Nous ne sommes pas allés dans un antagonisme, dans une concurrence ou dans des jeux géostratégiques, etc. Nous avons un grand pays. Nous avons, et j'ai dit, nous, la seule chose qui compte pour nous, c'est le front intérieur, chez nous. Quand le front intérieur est solide, quand les Algériens sont mobilisés, quand les Algériens sont fiers d'appartenir à ce grand pays, fiers de son histoire, quand on a un président de sagesse qui sait où l'Algérie doit être menée, nous n'avons peur de personne. Et quand on a aussi des fiertés comme un jeune Mahrez qui fait vibrer les cœurs des Algériens et des Algériennes, tous les Algériens sont en train de suivre les matchs. À 8h, quel match Tottenham, Chelsea, on ne sait pas qui gagne, mais c'est ça l'Algérie, c'est l'Algérie qui gagne. L'Algérie est fière d'être algérien, comme on a eu les Morsli, comme on a eu les Boulmerqa pendant les années les plus difficiles. Dans les années 90, ils ont porté haut et fier le drapeau de l'Algérie. C'est ça l'Algérie. Tant qu'il y a ce peuple, tant qu'il y a cette détermination, personne ne nous fera peur. Alors, M. Messahal, juste pour la précision, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 10 minutes, 60 minutes c'est court. Alors, avant d'aborder la question malienne et le Sahel, je voudrais vous poser aussi une question sur la dernière visite du Premier ministre français à Alger, qui a suscité une grande polémique après la publication du tweet du président de la République. Quelle est votre réaction à cette situation aujourd'hui, M. Messahal? Vous savez, madame, toute atteinte au symbole de l'État, toute atteinte à l'institution du président de la République, d'où qu'elle vienne et de quelle forme qu'elle s'exprime, est pour nous intolérable, inacceptable et condamnable. Votre question? Non, non. Vous condamnez donc, en clair, M. Messahal? J'ai dit c'est inacceptable, intolérable et condamnable toute atteinte au symbole de l'État et sur le président de la République. Et ce n'est pas uniquement en Algérie, ça se pratique dans beaucoup de pays. Alors, le Sahel, la situation actuelle par rapport à la situation qui prévaut au niveau de cette région, M. Messahal? Vous savez, l'Algérie s'est là aussi beaucoup investi dans la recherche de la paix et la stabilité dans ce pays voisin, cette région voisine. Donc cet effort est un effort contenu, maintenu. La situation est complexe, difficile. Il y a eu mise en place de commissions. Le débat est parti d'Alger sur Bamako. Bon, nous espérons que les choses s'accélèrent, mais je pense que les contours de la solution ont été déterminés, définis. Maintenant, il reste la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est vrai, parfois, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'aléas. Mais la présence terroriste est toujours là, le crime organisé est toujours là, la situation reste toujours menaçante. Nous restons vigilants. Nous restons vigilants parce que nous pensons que c'est la proximité de l'Algérie, il y va de la sécurité de l'Algérie.
tout comme nous restons vigilants pour ce qui se passe en Libye, même ce qui se passe chez la Tunisie voisine. Bon, nous avons une armée qui joue son rôle, nous avons un service de sécurité qui joue leur rôle, nous avons une population mobilisée, mais il faut rester vigilant. Abdelmajid Belkacem de Canal Algérie, rapidement. Donc, pour rester toujours dans le même contexte, donc le Sahel, le terrorisme, l'Afrique, c'est un peu le prolongement de l'Algérie, c'est le prolongement naturel de l'Algérie. L'Algérie est en train de déployer un petit peu une nouvelle, pas une nouvelle forme de diplomatie envers l'Afrique, avec beaucoup de visites de chefs d'État chez nous. Le dernier... c'est celui d'aujourd'hui, donc c'est le président ivoirien qui arrive à Alger. Dans quelques jours sera tenue la réunion du NEPA d'Alger. Donc, pour répondre un petit peu à tous ces problèmes de sécurité, de terrorisme, c'est carrément la coopération interafricaine. C'est un peu la meilleure façon d'éloigner les réseaux mafieux et de faire de l'Afrique un continent du développement interafricain. C'est vrai, le problème de la sécurité en Afrique reste fondamental. Il reste important. Il n'y aura pas de développement tant qu'il n'y a pas de sécurité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous, on s'est beaucoup investi dans la stratégie africaine. Par exemple, vous parlez de lutte antiterroriste. Nous avons le Centre africain d'études de recherche, le CAERT, sur le terrorisme. Le plan africain d'action de lutte antiterroriste est né chez nous. C'est nous qui avons pratiquement élaboré la stratégie africaine en matière de lutte antiterroriste. Nous restons mobilisés sur ces dossiers. Nous avons un dossier important que nous avons soumis aux instances africaines. Nous allons organiser à Alger une conférence africaine sur le financement du terrorisme, parce que là c'est important. Il faut tarir ces sources de financement. Et si nous voulons réellement lutter efficacement, c'est qu'il faut tarir les sources de financement du terrorisme. Vous savez, vous parlez tout à l'heure du Mali, ou la situation dans le Sahel. Vous savez combien rapporte le crime organisé par an? Et ça, c'est les statistiques des Nations Unies. C'est un rapport des Nations Unies. Il rapporte 800 millions de dollars pour le narcotrafiquant. Et vous savez quels sont les liens entre le terrorisme et le narcotrafic? Pratiquement, ce matin, le narcotrafiquant, le soir, il est terroriste, etc. Donc là aussi, il y a une mobilisation qui doit se faire, elle se fait au niveau continental. L'Algérie est très présente, l'Algérie est très africaine. L'an dernier, on a reçu plus d'une vingtaine de chefs d'État en Afrique, il y a une liste longue. Tout le monde veut venir à Alger, rencontrer le président, discuter avec nous. Et puis il y a des perspectives de coopération. L'Algérie est un pays fondateur du NEPAD. Le NEPAD, c'est toute la stratégie de développement du continent. C'est le compter sur soi, c'est mobiliser les moyens de l'Afrique pour le développement et faire des partenariats profitables au continent africain. Nous sommes donc engagés dans cette mobilisation africaine, nous continuerons à le faire. Mais tarir le financement du terrorisme, comment agir avec l'ensemble de la communauté internationale quand on sait aussi que, par exemple, l'organisation terroriste de Daesh commercialise aujourd'hui le pétrole irakien sur les marchés internationaux, M. Messahal? Eh bien justement, c'est ça la mobilisation internationale, faire en sorte que nous développions des capacités internationales à travers une véritable stratégie des Nations Unies pour tarir les sources de financement du terrorisme. Les actions qui sont engagées au niveau des Nations Unies. Les actions sont engagées aux Nations Unies. Nous avons fait nous-mêmes des efforts pendant longtemps avec d'autres partenaires au niveau du Conseil de sécurité pour faire en sorte, par exemple, que le paiement des rançons soit pénalisé. Maintenant, ça se fait. Je disais que tout à l'heure, nous sommes en train de faire des efforts en tant qu'Algérie avec le continent africain pour négocier un protocole additionnel à des conventions des Nations Unies sur le financement du terrorisme. Nous le ferons. Et puis, il y a une mobilisation internationale, je vois, au niveau de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour, justement, mobilisation, pour lutter contre le financement du terrorisme. Là, c'est l'action conjuguée des nations. Et je crois que chacun doit, à sa part, apporter dans le cadre d'une stratégie coordonnée, réfléchie, et qui réellement amènera la communauté internationale à s'engager plus activement dans la lutte antiterroriste. Est-ce qu'on peut dire que, parallèlement, il y a eu une prise de conscience aujourd'hui sur ces dangers, aujourd'hui que l'Europe est touchée dans sa chair? En fait, la question il faut poser à l'Europe. Bon, chacun essaye de voir. Nous, à l'époque, il a fallu qu'il y ait le 2001, il y a eu les Twin Towers, où les gens se sont rendus compte qu'il y a du terrorisme international, du terrorisme sans frontières. Donc,
il a fallu qu'il y ait des têtes tranchées et relatifs, comme on dit, ou que le terrorisme prenne de l'ampleur et occupe maintenant des espaces en Europe, qu'on se rend compte qu'il faut déradicaliser, qu'on se rend compte qu'il faut lutter contre le financement du terrorisme. Bon, c'est toujours ça. Mais nous, on a attiré l'attention. Quand on a parlé de financement du terrorisme, on a parlé de financement du terrorisme il y a une dizaine d'années. Quand on a parlé de déradicalisation, on en parle depuis une dizaine d'années. Bon, aujourd'hui, c'est devenu des thèmes, disons, accrocheurs, qui sont des thèmes d'actualité, tant mieux. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que seules les voies politiques et pacifiques peuvent venir à bout à tous les phénomènes que connaissent au niveau toute cette région dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que ce soit au niveau de la région maghrébine, celle de l'Afrique du Nord, celle aussi de la région, c'est-à-dire du Mashriq, le monde arabe? Les règlements des conflits. Cette déstabilisation qui touche ces États. Vous parlez, on parle des règlements des conflits. Nous avons toujours prôné la solution politique pour le règlement des conflits. C'est clair. Et je crois que c'est une position qui ne changera pas. L'Algérie ne changera pas cette position. Malgré, parfois, on trouve de grands experts, de grands analystes, même chez nous en Algérie, même d'anciens ambassadeurs qui disent que l'Algérie doit changer de stratégie, comme ils ne sont pas imprégnés eux-mêmes. Ils sont l'école algérienne en matière de l'Algérie ne s'aventurera pas en dehors de ses frontières. Certains veulent engager justement militairement l'Algérie dans certains conflits au niveau de la frontière. L'Algérie ne s'engagera pas, c'est clair, c'est des positions, je crois qu'elles ont été réitérées au plus haut niveau, et il faut relire la Constitution pour le savoir. Ça, c'est une chose de fait. Cependant, le règlement des conflits, c'est quoi? Aujourd'hui, on nous parle de la migration. Les phénomènes... la migration, l'un des facteurs, si vous voulez, qui déclencheurs de ces phénomènes de mouvement de population, c'est souvent les crises. Réglons les crises, on réglera par là même les problèmes liés à la migration. Donc, faisons du développement. Nous avons prôné, le Premier ministre était à La Valette pour la rencontre entre l'Europe et l'Afrique sur la question de la migration. Il a développé un triptyque, celui du développement, migration, développement, sécurité. Donc, il faut que nous ayons les mêmes approches et nous apportons les mêmes solutions si nous voulons vraiment éviter que chacun devienne soit une destination ou un transit de l'immigration, si on parle d'immigration, ou que devienne une menace ou est menacé par des phénomènes du terrorisme. Monsieur Abdelkader Mestahel, je vous remercie pour cet entretien que vous nous avez accordé en présence bien sûr de nos deux confrères, Abdelmajid Benqassi de Canal Algérie et